Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible pour les femmes qui sont touchées, mais aussi pour les femmes qui écoutent leurs souffrances. Habibata Ouarmé et Zénab Sangaré portent une cause, l'éradication des mutilations génitales féminines. Elles parlent ouvertement d'excision, militent pour l'accès à la chirurgie réparatrice au Québec et elles aspirent surtout à créer un espace de vie meilleur pour les jeunes filles. Elles sont 200 millions de femmes toujours en vie à avoir subi des mutilations génitales. Ces pratiques sont concentrées dans 30 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Une fillette de moins de 12 ans est excisée toutes les 10 secondes. Donc, à distance, nous avons avec nous Habibata Ouarmé, cinéaste canadienne émergente d'origine ivoiro-burkinabé. Son premier long-métrage documentaire Koromuso Grande Sœur, produit par l'ONF et co-réalisé avec Jim Donovan, observe de l'intérieur la question des mutilations génitales féminines. Le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Donc, bonjour Habibata. Bonjour, Marjorie. Bienvenue à Vivement les femmes. Merci. Et en studio avec moi, Zénab Sangaré, coordinatrice au Québec de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, responsable du dossier mutilation génitale féminine au sein de la Fondation Zénab Sangaré. Bonjour Zénab. Bonjour Marjorie. Et bienvenue à Vivement les femmes. Merci beaucoup. Donc, si vous me permettez, mesdames, nous allons débuter nos discussions par l'écoute d'un segment du documentaire que j'ai regardé, le documentaire co-réalisé avec Habibata Ouarmé et Jim Donovan, qui a pour titre Koromuso Grande Sœur, documentaire produit par l'Office national du film. Donc, écoutons ce segment. Un matin, j'avais école, mais ma mère m'a dit « Oh, tu n'iras pas à l'école. Il y a quelque chose qui va se passer. On va aller voir ta grand-mère parce que l'excision se passait dans un quartier. Et dans ce quartier-là, ma grand-mère habitait. C'était vraiment pas loin de chez ma grand-mère. Et elle m'a dit « On va aller voir ta grand-mère. Tu n'auras pas école. » Moi, j'étais super contente. Il n'y a pas d'école. On va aller à l'école. Si on s'est rendu là très tôt, ma mère échangeait un peu avec ma grand-mère. J'avais aucune idée. Puis ma grand-mère a dit, OK, bon, je vous vois plus tard. Et ma grand-mère habitait là et tu traversais la rue et le coin où on allait se faire, c'était juste là. Donc c'était vraiment en face, en fait. Donc j'arrive là, je vois mes amis de classe qui étaient là. Donc, du coup, d'un coup, toutes les filles du village étaient là. Au fait, moi, j'arrive, je m'assois, on fait la file. Puis là, j'entends crier. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe ici? Mais c'est quand tu n'as aucune idée, c'est-à-dire que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Que tu n'es même pas assez grande pour savoir c'est quoi être une femme. Puis là, du coup, à un moment donné, en tout cas, je suis restée là assise pendant facilement une bonne heure. Moi, quand c'était mon tour, ma mère me dit, OK, vas-y, il y a une dame qui sort. Là, ma mère me dit, OK, vas-y. Puis là, elle part. Elle s'arrête pas, elle part. Moi, je me retourne, ma mère, elle est partie. Là. Elle me dit, t'as quand même venir te chercher, puis elle est partie. Moi, je fais comme, OK. La dame, elle me prend par la main, je rentre. Puis là, c'est que tu n'as même pas le temps de réaliser ce qui se passe. Elle te jette au sol. Je pense qu'il y avait 4 femmes. Donc, tu as l'exciseuse. Et puis là, tu as 3 femmes. Il y a une qui elle met quasiment son genou sur ta poitrine. Oh my God. Donc, ce documentaire est disponible maintenant gratuitement sur le site Internet de l'ONF. Donc, Habibata, qu'est-ce qui vous a convaincu de réaliser votre premier long-métrage sur le sujet des mutilations génitales féminines? Merci pour la question.
Euh, convaincue, bah, je dirais pas que j'ai été convaincue, hein. Pour moi, c'était une nécessité. J'ai commencé depuis 2006 à militer pour l'éradication des MGF et j'ai je dirais, au fil des ans, au fil des années, j'ai réalisé que il y avait peut-être une façon de raconter l'histoire sur les MJF qui avait jamais été faite. Je voulais faire un documentaire où on entendait les femmes directement parler, pas pour se victimiser et pleurer voilà et chercher la pitié des gens, mais pour dire voilà, on vit cette problématique-là dans la société et voilà les causes et voilà les conséquences. Voilà comment est-ce qu'on veut avancer et aussi voilà comment est-ce qu'on peut faire changer les choses parce que je pense que le point de vue de la victime, des victimes pour changer une cause, que ce soit la violence faite aux femmes, que ce soit les MGF, ça passe forcément par les victimes parce que déjà, un, elles l'ont vécu et des deux, elles sont mieux placées pour créer avec les spécialistes et collaborer avec des spécialistes, trouver les moyens adéquats ou les façons adéquates de le faire en communauté, sachant bien que dépendamment de chaque communauté, la façon de parler du sujet diffère, la façon de créer des outils de communication diffère. Donc voilà, j'ai essayé un peu de rassembler tout ça dans un documentaire et voilà, Mhm, de faire passer le message. mhm. Euh, vous avez co-réalisé ce documentaire avec Jim Donovan. Euh, donc, comment ça s'est passé? Parce que lui, avec son regard d'homme, comment ça s'est passé? Comment il voyait ça? Alors, déjà, il est blanc, d'origine irlandaise. Mhm, Donc, c'est ce que, voilà, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. mhm, Donc, il a appris cela avec moi. Il a appris c'était quoi l'excision avec moi et tout ce que ça venait avec. Euh, C'était bien de l'avoir parce que ça permettait aussi d'avoir un œil extérieur mhm, et ça me permettait de balancer parce que je voulais pas faire un film que les gens allaient voir et sortir de la salle et vouloir se tirer une balle dans la tête. Je voulais faire un film qui permet d'ouvrir un peu la façon de voir les MJF, mais ouais. aussi créer plus de débats autour du sujet. Donc oui, lui, il a beaucoup d'expérience en tant que réalisateur. Mhm, Euh, il avait jamais fait de film comme ça, non plus documentaire, parce qu'il est habitué à faire de la fiction. Donc pour lui, c'était nouveau. Et pour moi, c'était aussi nouveau. Mais c'est mon partenaire dans la vie aussi, il faut le dire. OK. Donc voilà, il a joué le rôle de support Oui. et le rôle de conseiller aussi par rapport à son expérience dans la réalisation de films. Mhm, mhm. Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir d'où vient la tradition d'exciser à Bibata. C'est une question qui a beaucoup de réponses. Mhm, La plupart des réponses que moi j'ai entendues, Léna pourra vous donner aussi d'autres réponses, c'est oui. sûr. C'est que voilà, ça vient des traditions très très anciennes, donc depuis l'époque de l'Égypte, Mhm, et que c'était pratiqué et que ça s'est répandu en Afrique via le commerce le commerce arabo-musulman un peu parce mhm. qu'ils voyageaient beaucoup. Donc, cette tradition-là a un peu suivi aussi la religion musulmane et s'est répandue. Euh,
sachant bien que ça se pratique aussi hors du continent africain, comme en Indonésie. Oui. On sait par exemple en Inde que ça se pratique. Là-bas, je ne sais pas trop comment c'est arrivé là-bas. Moi, je peux juste vous parler de l'Afrique. Mhm. Je sais que voilà, il y en a qui disent que ça a été. Il y a une autre réponse que j'ai entendue qui dit que ça a été mis en place par des chasseurs à l'époque qui allaient chasser Mhm. et qui avaient peur que leur femme les trompe. Donc, avant d'aller chasser, ils blessaient cette partie intime-là de la femme Oh. pour être sûr que, à leur retour, la femme n'avait pas été voir un autre homme. Mhm. Donc, et au fur et à mesure, c'est devenu un outil qu'il fallait enlever pour pouvoir avoir une femme satisfaite avec peu sexuellement. Oui, oui, oui. C'est Merci. Zénab Sangaré, vous avez mis sur pied une fondation qui porte votre nom aussi, Fondation Zénab Sangaré. On aimerait savoir c'est quoi la mission de la fondation, mais avant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la tradition de l'excision? Oui, merci beaucoup pour la question, Marjorie. Au fait, l'origine des MGF, de la pratique des MGF, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Ce que je peux ajouter, c'est le fait que les gens l'associent souvent à la religion musulmane. Oui. Alors que c'est pas recommandé, c'est pas une recommandation des livres saints, ni de la Bible, ni du Coran. Mhm. Ça, il faut être clair là-dessus que c'est pas une recommandation de la religion. C'est juste une pratique que les gens, au fil des années, ont perpétuée. Mhm. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement d'où ça vient. Comme Abibata l'a dit, des fois on dit que c'est une pratique, que ça se pratiquait avant en Égypte et puis au fur et à mesure par les migrations, c'est venu dans les autres pays d'Afrique. Mhm. Et là, comme la question que vous vous êtes posée, comment c'est arrivé dans les pays comme en Amérique latine, Exactement. comme en Europe Ouais. et tout. Donc, je ne peux pas dire exactement d'où ça vient, mais en tant que féministe, je peux dire que c'est aussi un contrôle du corps Tout à fait. de la femme. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc, Zénab, vous avez mis sur pied la fondation qui porte votre nom. Ouais. Pourquoi vous avez mis sur pied et puis c'est quoi la mission de cette fondation? La fondation, c'est pour venir en aide d'abord aux femmes victimes de l'excision, d'abord aux femmes victimes de violences en général, Ok. des violences basées sur le genre, et aussi des femmes victimes de mutilation génitale féminine. Pourquoi la fondation? Parce qu'auparavant, j'ai piloté un projet au nom d'un organisme sur 3 ans. Mhm. Et après ce projet, on n'avait plus de financement pour continuer à aider les femmes. OK. Et le besoin est là. Moi, au terme de ce projet-là, j'avais déjà fait beaucoup de régions du Québec pour recueillir les témoignages des femmes. Mhm. Alors, je savais qu'il y avait des besoins ici qui n'étaient pas comblés. Aussi, avant la fondation, on a un comité de femmes qui regroupe plusieurs femmes victimes de mutilation génitale féminine, dont je fais partie, Abibata fait partie. Oui. Donc, ce comité-là, on organise des focus group. Les femmes viennent, elles expriment leur vécu, elles parlent de qu'est-ce qu'elles ont vécu et tout. Donc, c'est ce qui a continué. Mais n'ayant plus de financement et on continue à travailler vraiment bénévolement, les besoins sont là, les besoins de chirurgie, les besoins de soutien psychosocial, les besoins d'accompagnement pour les femmes qui sont en processus de demande d'asile. Alors, mais on n'a pas les moyens. Oui. Donc, on s'est dit, on va mettre une fondation sur pied, comme ça va nous permettre d'aider au moins. Oui, puis de porter cette cause à travers la c'est fondation. ça, la aussi. fondation. Oui, oui. Puis, pour Abibata et Zénab, vous faites cette aide-là. Est-ce que lorsque vous faites un appel aux femmes qui ont vécu l'excision, est-ce qu'elles viennent facilement, ces femmes-là, vers vous?
J'ai envie de laisser Zainab répondre, Zainab répondre à la Oui, question. Marjorie, merci pour la question Oui. encore. C'est un sujet très, très sensible et Oui. très délicat. Mhm. Les MJF, je vais prendre l'exemple sur mon pays. Moi, je suis originaire d'un pays où plus de 90% des femmes sont excisées, la Ok. Guinée. OK. Alors, d'abord, les MGF ne sont pas un sujet de conversation dans les pays d'origine En généralement. effet, oui. Oui, oui, c'est pas un sujet de conversation. Et ici, c'est très, très difficile. Il faut savoir établir ce lien de confiance Oui. encore entre les femmes et toi. Fait que moi, en tant qu'intervenante, je commence par les rencontres individuelles avec les femmes d'abord. J'ai plusieurs rencontres individuelles et puis j'attends quand elles se sentent confiantes à venir parler, à venir partager leur histoire en grand groupe. Oui. En ce moment, elles viennent. Mais je vous dis que c'est vraiment pas facile quelquefois. Oui, oui, j'en doute pas. Encore de nos jours, j'ai vu qu'on parle qu'une fillette de moins de 12 ans est excisée toutes les 10 secondes. Mais c'est un chiffre qui est effrayant lorsqu'on peut faire le calcul. Comment vous expliquez encore que il y a autant d'enfants, de jeunes filles qui se font exciser? Abi, tu peux répondre ou Abibata? Ben oui, je peux y aller. Euh, bon, oui, il y a un problème d'éducation. Mhm. Euh, et la réalité, c'est que dans nos communautés, cela manque beaucoup des fois. Et comme on ne parle pas, déjà la barrière de la communication, pas forcément la barrière, mais le cercle de communication n'est pas très, très ouvert. Donc, comme on n'en parle pas entre nous, et même on ne donne pas l'opportunité d'en parler, qu'il est difficile de parler, Mhm. cet aspect-là tabou de la sexualité fait que c'est difficile de parler à une femme d'un certain âge de sexualité. Oui. Et parler encore des clitoris, c'est doublement, voilà, Oui. difficile. Mhm. Euh, donc, oui, il y a un travail de sensibilisation à faire. Mais en plus, ce qui est vraiment frappant, c'est que même étant en Occident, même quand on voyage, quand on sort du pays, la pression sociale, culturelle, à Oui. distance, même à distance, elle a un poids énorme, Mhm. à tel point que les familles ici sont prêtes à retourner dans leur pays et pratiquer l'excision à leurs filles. Mhm. Donc, euh, malheureusement, cette pratique-là continue Mhm. parce que, de un, il y a un manque d'éducation. De deux, le sujet est tabou. Donc, c'est très difficile, voilà, de briser les barrières, Oui. malheureusement. Et voilà, Zénab, voilà, comme Zénab l'a dit tantôt, c'est difficile de faire sortir les femmes. Juste avoir une femme échanger, sauf quand elle vient vers toi toute seule Oui. qu'elle a besoin, là tu peux, voilà. Mais c'est difficile de faire sortir les femmes pour parler de ce sujet-là. Donc imaginez, sensibiliser toute une communauté. Mhm. C'est vraiment une personne à la fois et très lentement. Parce que ça prend des mois pour avoir la confiance d'une personne. Ensuite, pour qu'elle elle ouvre sa porte ou qu'elle te conduise à d'autres femmes qui sont dans le même problème qu'elle, ça prend du temps. C'est vraiment, c'est un travail, euh, De longue haleine. oui, de longue haleine, oui. Oui. Je vais juste ajouter un peu, parce que vous avez parlé des facteurs de perpétuation Oui. de la pratique des MGF. Il y en a tellement, dépendamment des pays, dépendamment de la région, dépendamment de la situation financière de la famille, dépendamment du niveau de scolarité de la famille, parce qu'il y a des études qui ont prouvé que les familles généralement plus instruites ont moins tendance à exciser leurs enfants que les autres qui ne sont pas instruits. Oui. Aussi du facteur socio-économique et tout. Les gens qui sont dans les centres urbains ont plus tendance à délaisser la pratique que ceux qui sont dans les centres, dans les zones rurales par exemple. Oui. Il y a tout ça et puis il y a le facteur transfrontalier aussi en Afrique beaucoup. Tu peux l'interdire dans ce pays-là
Et les gens, ils sont capables de traverser. Oui. Parce que les pays pour aller, comme je prends l'exemple, le Mali et la Guinée ou le Mali et le Burkina, ils ont de la famille partout. Oui. Donc, il suffit juste, si c'est interdit dans une région, on peut juste traverser Traverser, aller, puis et puis avoir le service de là-bas. l'autre côté Oui, pour oui. le faire. Mhm. Et je vais brosser un peu les exciseuses aussi. C'est comme la seule source de revenus pour ces exciseuses-là et Oui. le statut que ça leur confère, c'est la madame qui est généralement très respectée dans son coin. Et puis, c'est Oui, son tout à fait. travail. On va ça. en parler un petit peu plus tard Ouais. des exciseuses. J'aimerais maintenant qu'on parle des complications qui viennent avec une excision et aussi il y a 3 formes d'excision, c'est ce que j'ai lu, mais je m'attends à ce que vous nous expliquez un peu les types d'excision. Alors, Abibata. Je pense, Zénab, si je ne me trompe pas, il y en a 4, non? Effectivement. 4, Euh, d'accord. Alors, allez-y. Peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Donc, on va aller avec les 3 types et puis ensuite on complétera le 4e qui représente toutes sortes d'atteintes Oui. chirurgicales ou physiques à la partie intime de la femme. Mhm. Alors, le type 1 est l'ablation du clitoris. C'est Oui. ça, hein? Oui. Tu me corriges hein, si je vieillis dans mes explications. Oui, oui, Euh, le type 2, c'est l'ablation du clitoris et des petites lèvres. Mhm. Et le type 3, c'est l'ablation du clitoris, des petites lèvres, le raclage des grandes lèvres et cousu ensemble. Mhm. Et à moins que j'ai sauté une étape, Zénab, Non, tu euh, n'as pas sauté. voilà. Vas-y. Et le 4e type, voilà, on le rajoute, on dit 4 types parce que il y a tellement voilà, il y a d'autres interventions souvent qui sont faites, que ce soit pour la réduction des petites lèvres des fois, ou les filles qui sont vieilles, qui sont plus vieilles, qui veulent se marier, qui essaient de se rendre vieilles en pratiquant toutes sortes de pratiques. Il y a beaucoup de pratiques sexuelles Mhm. qui impliquent des fois voilà, des Vas-y. interventions non Oui, oui, chirurgicales, excusez. c'est ça. Oui. Puis, quelles sont les complications qui viennent avec ça? Tena? Dépendamment des femmes, comme le type 3 que Abibata a cité, c'est de l'infibulation, Oui. qui consiste à enlever le clitoris, les 2 petites lèvres et à coller ensemble, coudre les grandes lèvres ensemble. Mhm. Donc, pour celles qui ont subi ce type d'excision, Mhm. et alors, le soir de leur nuit de noces, il y a une femme, c'est pas l'exciseuse, il y a une autre aussi qui est désignée pour faire ça. Mhm. Elle découd la partie Oh, OK. intime. Excusez-moi, c'est difficile à entendre. Mhm. Et puis après, on recoud. Lors de l'accouchement aussi, cette madame-là doit subir une autre opération parce qu'on doit découdre encore pour qu'elle puisse accoucher. Mhm. Et ça vient avec des infections. Des fois, ça se solde aussi avec des fustules. Mhm. C'est très fréquent pour ça. Ce sont des conséquences qui sont très fréquentes pour celles qui ont subi le type 3. Et le type 1 et 2, un qui est, comme Abibata l'a dit, qui est l'ablation du clitoris, et le type 2 qui est l'ablation du clitoris et les petites lèvres. Oui. Ça aussi, c'est les femmes qui peuvent être sujettes d'infections à répétition, les douleurs abdominales, les saignements, les premiers jours aussi. Oui. En dépit de tout ça, il y a ce traumatisme-là qui reste en toi presque toute ta vie. Oui.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle, avec ça, c'est très dur ce que vous venez de dire. Quelle est la part de la responsabilité des hommes dans cette tradition? Abibata, je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe. C'est, écoutez, il y a des hommes, une fine partie d'hommes, pas vraiment beaucoup, il y a un petit groupe d'hommes encore qui sont pour cette pratique-là. Euh, Puis il y a un groupe d'hommes qui sont pas pour, mais qui vont pas le dire, qui vont pas le dire clairement, dire je ne veux pas, qui vont se marier avec une femme excisée et avoir une copine à l'extérieur qui est pas excisée. Il y a un petit groupe qui dit non, mais Mhm, euh, qui essaie de faire changer les choses, mais qui s'affiche pas sur les médias, s'affiche difficilement sur les médias pour le faire. Euh, Puis en même temps, il y a ce conflit-là aussi interne, surtout avec les hommes, qui veulent transmettre forcément les traditions. mhm, Est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'ils font cette pratique-là ou pas? Comme, bon, il y a des femmes aussi ont ce conflit-là. Est-ce qu'ils le font ou pas? Et très souvent, dans ces sociétés-là, la plupart de ces sociétés-là, euh, contrôlées par le patriarcat, Mhm. la femme n'a pas vraiment son grand mot à dire. C'est pratiqué. Le pouvoir de ouais, l'homme, même quand il n'ouvre pas la bouche, c'est sous-entendu, donc on mhm, pratique. mhm, OK, donc les hommes là-dedans, très souvent, n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire je veux que ma femme soit excisée. mhm, Les femmes dans la société ont mis sur leur épaule le poids de faire transmettre les cultures traditionnelles. mhm. Donc, pour la petite fille, la femme, elle sent le devoir de le faire automatiquement, sans même que l'homme ouvre la bouche. Donc, c'est vraiment, voilà. Mhm. Donc, pour faire changer les choses, idéalement, ce serait d'avoir des hommes qui prennent la parole et qui disent, on ne veut plus de femmes excisées. Ouais. On Mhm. veut un changement. Laisser les femmes, c'est pas bien, c'est mauvais pour la santé des femmes, on n'en veut pas. Mhm. Euh, c'est ce qu'on aimerait bien voir. Ouais. Mais voilà, le pouvoir masculin, malheureusement, il est encore dominant. Mhm. Et les femmes excisent des femmes pour des Pour hommes. les, C'est ouais. ça. Ouais. Mhm. Ouais. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro, avec moi, Abibata Ouarmé, cinéaste canadienne émergente, qui a co-réalisé avec Jim Donovan son premier long-métrage documentaire Koromuso, Grande Sœur, et Zénab Sangaré, coordinatrice au Québec de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines et responsable du dossier MGF au sein de la Fondation Zénab Sangaré. Donc, mesdames, on parlait des hommes, leur participation à cette tradition. Ce que je me dis aussi, les exciseuses sont des femmes et dans tout le processus, ce sont des femmes qui viennent chercher les jeunes filles et tout. Donc, ce poids, et vous l'avez dit, Abibata, ce poids masculin est tellement fort que ces femmes exécutent un peu de façon robotique cette tradition. Oui, Zénab, je ne sais pas si tu veux y aller avec ça, mais si tu veux compléter ou dire quelque chose, oui. Euh, Aussi, bon, c'est même pas, malheureusement, comme je disais, les hommes n'ont même plus besoin de parler. Et même s'ils ne veulent pas, et comme ils ne parlent pas, Mhm, comme ils mhm, ne parlent pas pour dire qu'ils ne veulent pas, les femmes le font. Ouais. Donc, c'est comme si ce pouvoir-là d'exciser, tout d'un coup,
oui, au début, il a été imposé par les hommes, mais là, ce pouvoir il appartient aux femmes exclusivement. Puis elles n'attendent même pas l'accord. Donc, elles vont exciser la fille sans que le père soit au courant que la fille va être excisée. Et la sœur peut venir prendre l'enfant de la grande sœur, aller la faire exciser. Oui. Euh, c'est vraiment, il y a cette liberté-là au nom de la culture de faire un peu ce qu'on veut pour la communauté. On fait ça pour la communauté, on fait ça pour aider, pour faire avancer. On fait ça pour le bien-être de la fille, pour qu'elle puisse se marier un jour. Oui. On le fait pour le nom de la famille. Parce que Oui. là, tu portes le nom de ton père. C'est très important que tu fasses honneur au nom de ton père. Donc, tout ça est pratiqué au nom de, voilà, de cette valeur-là. C'est comme si tu ajoutais une valeur de plus à la communauté quand tu es excisé, en fait. C'est... Oui, définitivement, Abby, j'aime souvent dire que qui ne dit rien consent. Et parce que tout le processus de la pratique d'excision, c'est comme si les hommes étaient au centre. Oui. Pour qui qu'on excise. C'est vrai que c'est les femmes qui sont des artisanes, c'est les exciseuses, c'est les femmes. Les gens qui viennent chercher les petites filles le matin, c'est nos mamans, nos tantes, la voisine et tout. C'est pas un homme qui vient chercher le groupe d'enfants le matin pour aller les faire exciser, c'est toujours les femmes. Mais on le fait pour qui? Oui. Et quand vous regardez, la plupart des pays excisants, c'est des sociétés fortes, c'est des sociétés patriarcales, Oui. Oui. où vraiment le pouvoir de l'homme est accru. On fait ça pour qui? La maman veut pas qu'on appelle sa fille un jour Bilakoro. Bilakoro, dans ma dialecte, ça veut dire frivole, une fille qui n'a pas été excisée. Tu fais ça parce que tu veux qu'elle trouve un mari un jour. Tu veux pas que l'entourage soit au courant que ta fille n'est pas excisée. Oui, tout à fait. Mais si c'est juste toi et ta famille, là, c'est pas une fille qui est appelée à se marier, on va rien dire. Oui. Parce que le petit garçon, s'il n'est pas circoncis, personne ne s'en occupe. Exactement, exactement. Puis il y a quelque chose d'ordre de la soumission aussi. Ça veut dire, parce que la fille n'est plus frivole puisqu'elle a été excisée, donc elle va être plus soumise. Il y a ça. Je n'employerai pas le mot soumission, mais plutôt elle est capable. Le truc derrière ça, c'est qu'elle est capable de s'abstenir jusqu'au mariage. OK. Une fille excisée, c'est une fille qui n'a plus... C'est comme si on te coupe ton plaisir sexuel. Oui. Donc, c'est une fille qui est capable de s'abstenir. Mais est-ce qu'il y a une étude qui prouve que les filles excisées sont plus sages que celles qui ne sont pas excisées? Exactement, exactement. C'est la question qu'il faut se poser. J'aimerais ça maintenant qu'on parle de la chirurgie réparatrice parce que on sait que maintenant, peut-être depuis quelque temps, c'est possible de cette chirurgie. Donc, j'aimerais ça, Zénab, que vous pouviez nous en parler. OK. Je pense que ça, c'est plus Abby. Moi, je vais parler un peu. Ah oui? Oui. J'ai les deux expertes là. Oui. Non, on s'envoie là-bas. Quand j'ai connu Abby, elle donnait déjà des conférences sur la chirurgie réparatrice. D'accord. Je dis souvent que c'est son domaine parce que c'est en plus d'être militante pour la cause des MGF, mais elle est aussi une fervente militante de la prise en charge de cette fameuse chirurgie ici au Québec et au Canada. Exactement. Parce que sans parler à sa place, Abby a été obligée d'aller aux États-Unis pour faire sa chirurgie parce qu'on n'a pas de prise en charge ici au Québec. On n'a pas de prise en charge. Et j'ai d'autres filles aussi dans mon comité avec qui on a fait beaucoup de démarches. Elles n'ont pas pu avoir de prise en charge ici. J'en connais deux dans le comité une qui a été obligée d'aller en France, l'autre au Burkina. Moi, je me dis, je suis au Québec, je suis au Québec, au Canada, là. Voilà, exactement. Et c'est mon combat à moi pour que la prise en charge, pour que les besoins de ces femmes, elles ont des besoins spécifiques. Comment répondre à ces besoins-là? C'est une forme de violence faite aux femmes. Mais tout à fait. Vous voyez? Alors, c'est mon combat. Comment répondre aux besoins de ces femmes? Oui. Donc,
Abibata, est-ce que déjà la chirurgie réparatrice, qu'est-ce qu'elle guérit? Alors, l'aspect, voilà. C'est bon comme question. J'ai jamais eu cette question-là. Qu'est-ce qu'elle guérit? Ouh. Ben, avant de faire cette chirurgie réparatrice-là, il faut guérir psychologiquement. Mhm, Il faut essayer de guérir. Il faut faire, je dirais, 90% du travail qui est de voir un thérapeute. mhm, Parce que la plupart des femmes excisées ont besoin de thérapeutes, étant donné qu'elles ont vécu un traumatisme. Donc, leur problème n'est pas juste physique, mais psychique, voilà, psychologique, mais beaucoup de choses, en fait, qui viennent avec ça ouais. aussi. Donc, oui, c'est vrai que dans le film, je parle de chirurgie réparatrice, mais vous remarquez aussi que je parle des conséquences de sortir lorsqu'on sort le fer à l'extérieur du pays. Mhm, On parle du fait que dans le film, on veut un système mis en place qui inclut une approche holistique mhm, où, idéalement, la victime a, comment je dirais ça, un espace sécuritaire où elle peut parler à une sexologue, un thérapeute, et plus tard, après avoir fait tous ces déblocages-là, après avoir guéri intérieurement, si elle sent nécessaire la chirurgie, si elle veut vraiment y aller au bout, parce qu'après avoir fait ce cheminement-là, mhm. de reconnexion avec soi-même, que cette chirurgie-là soit disponible pour elle, qu'elle puisse le faire. Actuellement, au Canada, lorsqu'une femme est infibulée, donc quand elle a le type 3 de l'excision, Oui. elle peut avoir facilement de l'aide, on va la désinfibuler. C'est pas esthétique, c'est Mhm, vraiment médical, c'est très important. De la même façon que si une femme veut faire, par exemple, la chirurgie réparatrice, c'est pas censé être vu esthétique, parce que c'est comme si on dit aller voir un thérapeute parce que t'es une femme avec qui l'excision, elle veut juste, voilà, oui. aller causer, et pourtant elle a un problème, elle a été affectée psychologiquement, elle a besoin d'un traitement. Mhm. Donc, oui. Qu'est-ce que ça guérit? Ça complète la guérison, la OK. chirurgie. Ça complète la guérison lorsque c'est nécessaire. Mhm, À la fin de ce voyage-là qu'on a fait spirituellement, on a guéri, mhm. si on va aller au bout, si c'est nécessaire, dans certains cas, c'est nécessaire. Avec le type 3 d'excision, c'est nécessaire. Ou le type 2 où certaines personnes cicatrisent très, très, très mal, Oui. il est nécessaire d'avoir cette chirurgie-là. Malheureusement, je pense à part le type 3, les autres sont considérés comme des chirurgies esthétiques. Mhm. Mais c'est vraiment, ça complète la guérison. Ça complète la guérison et ça doit faire partie d'un ensemble d'outils mis en place à la disposition des femmes vivant avec les MGF. Oui, oui. Ouais. Puis maintenant, au Québec, qu'est-ce que ça ressemble? Est-ce que vous avez une écoute des professionnels de la santé? Est-ce que c'est mieux connu? Où vous en êtes? Wow, mieux connu. Mm. On y travaille, on travaille dessus. Oui, c'est mieux que, en tout cas, on a fait déjà un grand pas. Si je prends l'exemple sur notre événement de la semaine passée, Mhm. où il y avait beaucoup d'intervenants de différents secteurs. Oui, Donc, on voit vraiment que ça commence à aller, la sensibilisation commence à donner fruit, oui, si je peux me permettre de le dire. oui. Et le message ça se véhicule très bien pour le Très moment. bien, oui. Oui, oui. Puis avec le documentaire aussi, Le ça a dû documentaire, oui, a beaucoup donné un pouce aussi. un pouce. Oui. On voit l'excision comme quelque chose de culturel, une tradition culturelle. Puis Abibata, je sais que vous avez une belle réponse là-dessus. J'aimerais vous entendre. Euh, alors, euh, ma réponse, c'était que il faut pas voir l'excision. Voilà, il faut pas voir les MGF comme une pratique juste culturelle ou une pratique qui vient de pays lointains. Avec la mondialisation, avec les échanges culturels, les cultures voyagent. Mhm. On peut facilement manger de la nourriture thaïlandaise ou chinoise dans le coin de la rue et ça, c'est un échange culturel qui est arrivé, c'est arrivé grâce à la mondialisation. Et de Oui. cette même façon-là, la culture aussi voyage. Mhm. Il y a un peu trop de rumeurs qui circulent au Canada, soit disant, voilà, il y a des exciseuses qui sont venues ici exciser des filles ou les parents sont allés exciser des filles. Oui. Donc, là, tu commences à avoir des rumeurs d'exciseuses qui voyagent, qui viennent
au Canada, en Amérique, pour exciser des filles, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ce soit vrai quelque part. Mhm. Donc, il est important de voir les MJF comme un problème de santé publique, un problème Oui, de santé de femmes et non pas juste culturel. oui, Parce que je pense que la vision de toutes les femmes est importante sur ce sujet-là pour pouvoir lutter à éradiquer ce fléau-là qui est l'excision. Je dis fléau parce que ça touche, je dirais, mondialement. Si on compte le nombre d'immigrants euh, euh, qui viennent de ces pays-là à prévalence MGF, oui. ben, voilà, on en trouve un peu partout dans le monde des femmes vivant avec les MGF, on en Mhm. trouve, voilà. Oui. Donc, il faut le voir comme un problème de santé de femmes Mhm. public et un problème de santé, qui doit toucher tout le monde. Et il faut pas, parce qu'on est blanche ou noire ou jaune ou rouge, dire, Mhm. ben là, c'est pas mon problème. Mhm. Mhm. Quand on lutte pour les droits de la femme, on Oui, ne Ça. le fait pas avec des limites. On ne met pas de frontières au droit, à cette lutte-là. On l'a fait pour qu'elle puisse toucher, pour qu'elle crée une vague et qu'elle parte partout dans le monde. Ouais, tout exactement. à fait. Puis il va du respect du corps de la femme C'est ça. pour toutes sortes de Ça, violences, dont oui, celle-là. c'est complètement une violation des droits de l'homme, des droits de la femme, le droit à la sécurité, le droit à la santé, le droit à l'intégrité physique, Mhm. Mhm. parce que c'est une partie de son corps quand même qu'on va couper. Oui, oui, tout à fait. Puis, est-ce que, à votre connaissance, est-ce qu'au Canada, il y a eu des poursuites ou des arrestations de personnes qui pratiquaient clandestinement les MGF? Est-ce que vous avez eu vent de ça? Moi, non. Pas Non? encore. À Bibata Non, non plus, hein? il n'y a pas eu de poursuite, non. Et je sais, en Afrique, oui, il y a des cas de poursuite Oui. de personnes mises en prison que j'ai suivies, mais ici, non. Mhm. Non. Je sais que Aux dans... États-Unis, je crois, il y en a eu. oui. Oui, Oui, aux États-Unis, oui, c'est à ça. Michigan précisément, oui. Oui, oui, mais pas ici au Canada. Non, Il pas y a ici. des rumeurs, mais on... C'est ça, c'est pas quelque chose de... C'est pas Il y a sûr. des rumeurs. Oui, Oui. OK. Et Et quand il y a rumeur, oui, je suis en train de penser, Zénab puis Abibata, vous portez tellement ce dossier ici à cœur et partout. Est-ce que vous avez des ponts avec des femmes aussi fortes que vous en Afrique qui font le même travail de dénonciation? Moi, précisément, oui. Dans mon pays Zénab, oui. d'origine, Mhm. oui. Avec je crois, quatre associations en Guinée avec lesquelles je travaille. Je travaille avec 4 associations féminines en Guinée. OK. Oui, Qui portent le même dossier. le même dossier. C'est ça. Je vais juste rappeler, Madame Marjorie, que l'excision ne se pratique pas ici, sur le sol québécois-canadien. Oui. Mais la lutte, c'est... parce que des fois, les gens me demandent, Zénab, est-ce qu'en Afrique, il y a vu que si on regarde le nombre de filles excisées et tout, est-ce qu'il y a des associations là-bas qui luttent contre l'excision? Oui, il y a beaucoup d'associations locales qui portent vraiment cette cause. Mais comme il y a aussi des lois qui ont été ratifiées depuis plusieurs années dans beaucoup de pays excisants, mais c'est l'application qui fait défaut. Si on arrête une exciseuse et que c'est ta mère, c'est ta tante, ta voisine, des fois la plainte ne sera même pas au commissariat, ça se règle à l'amiable ou même on les arrête simplement pas. Donc, sinon, il y a des associations qui luttent contre cette pratique-là. Il y en a beaucoup. Oui. Oui, il y en a plein. Oui, moi aussi, je collabore avec des associations. Je pense que c'est la meilleure façon de créer des ponts. C'est comme ça qu'on est au courant de ce qui se passe là-bas et voilà, d'échanger aussi les outils de communication, les outils de lutte aussi. Par exemple, voilà, au Burkina, il y a le docteur Lakwande qui offre la chirurgie réparatrice. Quand ils le font, moi, je suis au courant dans leur clinique. Il y a Akotienga qui fait des activités. Il y a l'association, il y a plusieurs associations avec qui je travaille. Puis, ils mettent au courant des fois de ce qui se passe et puis comment on échange les outils. OK. On échange les outils.
Puis, Abibata, je veux rappeler aux auditeurs et auditrices que votre documentaire est maintenant accessible gratuitement sur le site de l'ONF. J'aimerais savoir maintenant l'impact qu'a eu ce documentaire-là. Est-ce que vous êtes satisfaite ou vous auriez envie de voir autre chose aussi, que ça porte le message plus loin? Parlez-moi des résultats actuels. Ben, jusqu'à présent, j'ai de très bons résultats. Les résultats sont vraiment bons. J'ai pas grand-chose à dire, hein. Le travail continue. De plus en plus, il y a des visionnements communautaires. Oui. J'ai eu beaucoup de rencontres sur ce débat-là, sur ce film-là, pardon, beaucoup d'échanges. À presque tous les visionnements qu'il y a eu, que ce soit dans les festivals, dans les communautés, il y a eu des discussions, des Q&A après la projection. Il y a des gens du système de santé qui le regardent, il y a des étudiants en médecine, en santé qui le regardent. Donc, je suis très satisfaite. Et ce que je souhaite, c'est que cette discussion-là continue avec le film. C'est un outil à utiliser. Oui. Et de plus en plus, voilà, il va au-delà même des frontières, tranquillement, en Europe et tout ça. Il y a des gens qui travaillent avec. Donc, voilà, je pense que la mission, elle est sur le point d'être accomplie. Oui. Mesdames, est-ce que maintenant il y a un espoir pour l'éradication des mutilations génitales? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que vous le sentez dans vos actions qu'à un moment donné, le message portera et puis les hommes peut-être seront plus impliqués? J'aimerais ça vous entendre. Quel est votre espoir là-dessus? Alors, Zénab? Nos femmes alliées les hommes. Oui, avant-hier, je lisais la déclaration qu'a faite l'ONU pour la journée des 6 février passé. Oui. Je lisais un passage qui disait que chaque cri de femme victime de MGF est une action. Oui. D'accord? Et c'est comme le film de Abibata. Chaque fois qu'une femme prend la parole, une femme victime de l'excision prend la parole, c'est une action. Parce que personne n'exprime mieux ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu qu'elle-même. Oui. Quand elle décide de militer, quand elle décide de dire stop, vraiment, je pense que là, on est tellement sur la bonne voie. Je n'enlève rien au travail des autres, des institutions et autres. Mais quand les femmes commencent à se lever elles-mêmes, à porter la cause là, je pense qu'on peut aller loin. Je connais beaucoup de filles victimes de MGF qui portent cette cause maintenant, qui créent des associations, qui font des films, qui font des déclarations publiques pour dire assez. Et je pense qu'elles peuvent être aussi le messager ou messagère pour leur communauté. Elles peuvent être des relais communautaires pour les communautés concernées. Elles peuvent aller parler à leurs parents, aux maris, à la famille, aux exciseuses, afin que cette pratique-là cesse. Oui, tout à fait. Oui. Et vous, Abibata, votre espoir? Les choses changent, tranquillement. J'ai vu que le 6 février, il y a eu beaucoup de marches. J'ai vu des vidéos de jeunes dans la rue avec des hommes en train de marcher, hommes-femmes. De plus en plus de femmes qui prennent la voix et qui lèvent la voix, je vais dire, parce qu'à un moment donné, on peut parler à voix basse, mais des fois, il faut élever un petit peu plus le ton pour que le message rentre. Donc, de plus en plus, je vois cela, des femmes qui s'affirment, qui s'affichent et qui défendent, qui disent, ben, je veux plus subir cette pratique-là. Elle fait de moi une personne qui vit avec de la douleur, de la souffrance. Donc, oui, les choses changent. Et avec les réseaux sociaux, qui est un moyen extraordinaire de diffusion, de sensibilisation, parce qu'une personne peut ne pas avoir été à l'école très longtemps ou
faut pas prendre le temps de lire voilà, un journal. Oui. Mais les vidéos TikTok, les vidéos YouTube, les vidéos Mhm. sur Facebook, les gens le regardent. Mhm. Ils prennent la peine de regarder. Donc, de plus en plus, ces petits messages-là qu'on fait, qu'on met, des femmes qui parlent, passent tranquillement. Et Mhm. ça rentre dans les oreilles des jeunes qui, eux, euh, voilà, en parlent aux parents ou des fois, même s'ils n'en parlent pas, ils savent que voilà, cette chose-là, je ne vais pas la pratiquer à ma fille, voilà ce que ça cause comme souffrance. Oui. Donc, oui, il y a un espoir. Je pense qu'on, tous les jours, on avance un petit pas Un de petit pas plus. de plus. Et puis, Abibata, quels sont vos prochains projets? Oh, alors, je travaille sur un projet actuellement qui s'appelle Mille et une couronnes pour ma tête. Donc, Mhm. une exploration des coiffures africaines et Ouais. afrodescendantes, pardon, des grands empires africains, en passant par l'émancipation aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui à la diaspora. Donc, Ah, OK. euh, C'est, c'est et, voilà. et j'ose demander, est-ce que c'est un projet pour 2024, 2025? Ben, c'est un projet qui commence, bon là, je vais être en production en juin, donc OK. c'est un projet qui va être pour 2025, Mhm. qui va sortir pour 2025, Ah si, ouais. si tout se passe bien. Voilà. Un autre beau sujet aussi pour faire connaître aussi toute cette tradition dans les coiffures. Absolument, absolument, qui va avoir malheureusement un petit aspect politique encore, parce que quand on Oui. parle de cheveux, Ah c'est oui. censé être très simple, mais il y a toujours, voilà, c'est C'est politique, hein. c'est- Donc, c'est- c'est politique. Et, voilà, c'est et, et, politique. et je comprends tout le sens. Ah là là. Et Zénab, avec la fondation, est-ce que vous avez d'autres projets aussi? Oui, j'ai d'autres projets, oui. En plus, mais je vais parler plus de la fondation, Oui. d'accord? Mhm. Parce que nous travaillons pas mal bénévolement Oui, oui. à la fondation. Alors, moi, j'appelle les bonnes volontés, Oui. j'appelle les politiques et tout, vraiment, à financer les organismes qui portent les causes Oui. comme les violences faites aux femmes, y compris les MGF, Mhm. de financer ces organismes-là parce que c'est beaucoup de travail de terrain qu'on fait Mhm. et c'est beaucoup d'écoute qu'on fait avec ces femmes-là. Oui, oui, Ouais. oui. Et qu'est-ce que nous avons des auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour la Fondation? Est-ce que vous allez avoir des campagnes de financement? Qu'est-ce que... Oui, on est en train de mettre en place une campagne de financement qui s'en vient bientôt. D'accord. Vous pouvez faire aussi des dons à la Fondation. Notre site web, c'est www.fondationzenabsangare.com. Mhm. D'accord. Donc, alors, une campagne de financement qui s'en vient bientôt. Qui s'en vient bientôt. Oui. On arrive presque à la fin, puis j'aimerais que chacune de vous vous donnez un message d'espoir aux femmes qui nous écoutent. Alors, Abibata? Hmm. Alors, message d'espoir. Oh. Euh, Ben, je dirais comme dans toute chose, hein, il faut pas baisser les bras. Euh, il faut il y a toujours quelqu'un prêt à nous écouter. Et il faut pas avoir honte d'aller chercher de l'aide lorsqu'il le faut. Oui. Même si on pense que, voilà, la raison pour laquelle on cherche de l'aide n'est pas très, très importante, on sait pas. Des fois, on pense ça et puis ça s'accumule. On a un petit sac, surtout les femmes immigrantes, Oui. on a un petit sac et on met les problèmes là-dedans. On accumule et ça devient beaucoup. Donc, aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui vont être là pour vous écouter. Ils vont pas forcément vous juger. Vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous juger, mais c'est pas important. Oui. Il y a de bonnes personnes là qui sont disponibles à écouter. Donc, il faut aller échanger euh, et, euh, participer aux activités comme voilà la Oui. fondation. Allez-y et contribuer. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Faut apporter notre essence à la communauté. Merci. Zénab, un seul mot. Un seul mot. On arrive à la fin.
Quel serait le mot? Alors, femme résiliente. Oui. Brave femme, n'hésitez pas, allez frapper aux bonnes portes. Il y a toujours une oreille qui vous écoute. Merci. Alors, merci Persévérer, insister, il faut insister. Exactement. Alors, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Puis, en tout cas, vous nous avez grandement informés et merci beaucoup à mon nom personnel aussi pour cette cause que vous portez qui touche toutes les femmes lorsqu'on parle du respect de notre corps, donc sous toutes ses formes. Alors, je pense que c'est un sujet qui touche toutes les femmes. Alors, je rappelle que mes invités sont Abibata Ouarmé, cinéaste canadienne émergente qui a co-réalisé avec Jim Donovan son premier long-métrage documentaire Koromuso, Grande Sœur, qui est, je vous le dis gratuitement maintenant, sur le site de l'ONF. Et Zénab Sangaré, coordinatrice au Québec de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines et responsable du dossier MGF au sein de la Fondation Zénab Sangaré. Donc, merci mesdames, ceci met fin à notre émission et merci à toute mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.